Des attestations de fonds de formation pour les 150 personnes qui ont été formées à la maîtrise des TIC dans la ville de Monateli. La cérémonie de clôture de cette session de formation s'est déroulée en présence du représentant du préfet départemental de la Léquier, du promoteur de l'Institut Mbassi supérieur, du représentant résident de l'IAI Cameroun et des familles venues nombreuses. La remise de ces parchements de formation aux 150 lauréats de l'Institut Mbassi supérieur entre dans le cadre du programme du Mindjet 2035 conduit par l'IAI Cameroun avec la première dame Chantal Biya comme marraine nationale. Une initiative qui va grandissante. C'est immense d'avoir pu présider cette cérémonie de remise de parchemins aux 150 apprenants de l'Institut Mbassi à travers le programme de la MIGEF mis en place par la première dame du Cameroun qui en est la marraine nationale. C'est une véritable opportunité pour les populations de Monateli et du département de la Léquier en particulier. Et ces populations semblent véritablement déjà prendre l'ampleur de la mesure de ces formations-là. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon discours de circonstance, à l'édition 2017, nous avions 30. À l'édition 2021, il y en avait 70. Cette édition, on a 150. Ça veut dire qu'à chaque édition, il y a une véritable croissance de la demande des populations du département de la Léquier. Pour le promoteur de l'Institut Mbassi supérieur, ce programme de formation des jeunes au TIC vise à faire reculer davantage l'illetisme digital au Cameroun. Écoutez, c'est d'abord la nécessité de s'adapter au monde d'aujourd'hui qui est tout numérique, tout digital. Nous l'avons toujours dit, on le répète chaque année ici à l'occasion de ces cérémonies. Et ceux qui n'auront pas la maîtrise des TIC seront des analphabètes de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Mettre, n'est-ce pas, nos frères et sœurs à l'abri de l'illetisme digital. Après l'étape de Lomier, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun, n'a pas manqué de saluer et d'encourager l'initiative de l'Institut Mbassi supérieur dans la localité de Monateli. Après Lomier avant-hier, nous avons remis 834 attestations. Nous sommes la caravane de MIGEF 2035 à Monateli pour soutenir la belle histoire de l'arrimage à la modernité de Monateli par l'Institut Mbassi supérieur. Et je crois que de ce point de vue, nous devons très sincèrement féliciter le gouverneur Gilles Marcelin Djaga, qui est promoteur de cet institut, qui a battu un immense travail et qui a déjà formé un demi-millier de jeunes enfants et de femmes ici même à Monateli. Et je pense que c'est un bon état de service qu'il faut encourager et féliciter. Pour les récipiendaires formés à la maîtrise de l'outil informatique et à ses différents logiciels, les récipiendaires de l'Institut Mbassi supérieur sont désormais aptes à répondre aux nombreux défis du monde numérique. C'était un régal pour nous. Nous avons été entretenus, formés sur Word, PowerPoint, Excel, sur l'entrepreneuriat. Au total, n'est-ce pas, nous avons été suffisamment édifiés. Beaucoup parmi nous n'avaient jamais découvert un outil informatique, l'ordinateur. Beaucoup l'ont découvert ce jour-là. Et je tiens ici à remercier nos formateurs. Ils n'ont pas tenu compte de ce que parmi nous il y avait des fonctionnaires, des débrouillards, des élèves. Je voudrais également, n'est-ce pas, saluer la disposition de certains fonctionnaires à accepter de se transmuter en enseignants. Nous avons reçu des enseignants avec nos élèves. C'était intéressant, c'était passionnant. À l'IAI Cameroun, j'ai appris à allumer l'ordinateur. J'ai appris à faire des tableaux sur Word. J'ai appris à faire des dessins dans l'ordinateur. J'ai appris à éteindre l'ordinateur. J'ai appris à saisir dans Word. J'ai appris à saisir dans Excel et faire des tableaux. Pour rappel, l'opération MINJEF visant la formation au TIC d'1 million de jeunes, d'enfants et de femmes pour l'émergence à l'horizon 2035 a été lancée en 2015. À date, plus de 200 000 personnes ont déjà été formées et sont désormais capables de réaliser des projets personnels ou professionnels tout en participant au développement
du Cameroun. Dans le cadre de la dynamisation de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Bénin et plusieurs pays partenaires et amis, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu au Palais de la Marina les lettres de créance de 17 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Le premier arrivé est son Excellence Maher Keir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près le Bénin avec résidence à Accra. Le diplomate libanais veut accentuer la coopération dans les secteurs de l'économie, de la santé ainsi que celui du tourisme. Je ferai de mon mieux pour avoir plus d'échanges de visites officielles entre les deux pays. Et il y a beaucoup de choses à faire dans les secteurs touristiques, économiques, santé, culturels. En fait, dans tous les domaines. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près le Bénin avec résidence à Accra, son Excellence Lim Jung-taek, a lui aussi présenté ses lettres de créance au chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Le commerce et l'économie constituent les deux axes de coopération entre la République de Corée et le Bénin. Nous avons parlé de comment renforcer la coopération entre les deux pays en matière de l'économie et du commerce. Et nous avons aussi discuté du sommet 2030 et nous avons demandé l'aide du Bénin pour notre soutien. Son Excellence Thomas Schlesinger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Autriche après le Bénin avec résidence à Abuja, précédemment sous-directeur de la protection consulaire, de l'entraide judiciaire et administrative, des affaires juridiques générales au ministère autrichien des Affaires européennes et internationales. Le diplomate autrichien veut dynamiser les relations entre les deux pays. En ce qui concerne la future coopération entre nos deux pays, on s'est mis d'accord qu'on va explorer ensemble de ce qu'on va faire. Et je me réjouis d'ores et déjà de cette coopération à votre beau pays. L'Italie et le Bénin sont deux pays avec des relations exceptionnelles. Le nouvel ambassadeur, son Excellence Stefano De Leo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne après le Bénin avec résidence à Abuja, entend poursuivre et renforcer ses relations. On a parlé des choses qui sont d'intérêt commun. On a parlé de développement, on a parlé de la capacité d'aider les nouvelles générations à trouver un travail, la formation professionnelle, le support de l'Italie au niveau bilatéral, mais aussi le support de l'Italie comme membre de l'Union européenne. La Sierra Leone, désormais représentée, nouvel ambassadeur au Bénin par son Excellence Rupert Dowu Davis, avec résidence à Abuja. Avec le président de la République, nous avons échangé sur la coopération Sud-Sud, à laquelle croit le président de la République de Sierra Leone ainsi que le président de la République du Bénin. Il est vrai, il y a eu beaucoup de temps de latence au moment de la crise de la Covid-19, du Corona. Donc après que cette période-là soit passée, maintenant nous trouvons qu'il est temps que nous renforcions notre coopération et pour que la coopération Sud-Sud devienne une réalité entre nos deux pays. L'Inde et le Bénin travaillent ensemble pour le soutien au développement des deux nations. Nous avons en vue d'avoir des axes de coopération bilatérale, trilatérale et même au niveau de la sous-région. Nous sommes également, nous avons des liens avec la CEDEAO et même l'IPSA aussi, qui nous permettra de pouvoir offrir des crédits directs, même parfois indirects aussi, pour pouvoir soutenir le développement du Bénin. Son Excellence Joao Ribeiro Boutiamco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau près le Bénin avec résidence à Abuja, est séduit par le nouveau visage que présente le Bénin et s'est dit fier de retrouver un État qui accélère sa marche vers le développement. Le président Talon représente un orgueil parce que moi j'étais ici il y a 10 ans. Quand j'étais directeur général d'enseignement supérieur. J'étais ici à Cotonou, j'ai fait Porto Novo et je suis allé jusqu'à l'université de Parakou à l'époque. Et puis ça c'est 2012, on est en 2022. Lorsque je suis descendu de l'aéroport vers l'hôtel, j'ai vu beaucoup d'échanges. Ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais quand on regarde les performances économiques, les données sont là.
Donc les échanges que j'ai eus avec son Excellence Président de la République, c'est de passer les messages au président Ambalo, qui est vraiment encouragé pour toutes les réussites, tout ce que le président Talon est en train de faire ici au Bénin, pour que les deux pays appartiennent à la même communauté. Et parfois, même histoire, parce que quand on regarde les Porto-Novo, on voit les signes des Portugais. Et la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, mais aussi entouré pour les pays francophones. Donc, le président a témoigné sa disponibilité d'y avoir des échanges, de montrer la route du développement pour notre pays, la Guinée-Bissau. Au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État béninois, les ambassadeurs ont salué la disponibilité du président de la République Patrice Talon et son leadership à la tête du Bénin, qui connaît une transformation notable dans tous les domaines. Il est à noter que le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a reçu 10 ambassadeurs dans la matinée. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganunju Messi, a procédé ce 10 novembre 2022 à la mise en service de l'échangeur Trompette d'Obala sur la nationale numéro 4. La cérémonie officielle de coupure du ruban s'est déroulée en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Galé-Bibéyé et du directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, Serge Nguessan, au lieu dit Carrefour d'Obala, dans le département de la Leki, région du centre. Longue de plusieurs mètres, cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du programme d'appui au secteur des transports dans sa phase 2, un projet financé par la Banque africaine de développement pour un montant d'un peu près de 5 milliards de francs CFA. La mise en service de cet échangeur est une véritable satisfaction pour l'État du Cameroun et constitue un ouf de soulagement pour les usagers de la route. Je suis satisfait. L'ouvrage est réalisé. Chaque kilomètre de route bitumée, chaque mètre linéaire de pont construit dans notre pays constitue des pas de plus vers notre émergence. C'est dire que nous travaillons pour concrétiser la volonté politique d'un homme, matérialiser sa démarche, celle de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Je suis heureux de noter que cet ouvrage est réalisé et mis en service. Cet échangeur Trompette fait partie des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. L'aménagement du dit ouvrage vise à une gestion efficace des trafics provenant de la nationale numéro 1, Yaoundé-Bachenga-Boua, et la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. Mais aussi et surtout, la réduction des coûts de transport et la durée de transit sur le corridor routier reliant la capitale du Cameroun à la frontière est du Nigeria en passant par les régions de l'ouest et du nord-ouest. Je voudrais d'abord féliciter les actions prises par le gouvernement de la République en initiant ce genre de ce programme et en collaboration avec nos partenaires au développement qui, en mettant en œuvre ce programme, vont participer à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens dans tout le triangle national, mais surtout sur la sous-région. Je voudrais ensuite dire, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, que cette action est allouée, notamment pour les principaux bénéficiaires qui sont les transporteurs, à qui nous demandons d'entretenir cet ouvrage. Il vient de voir quelque chose de très beau et qui puisse l'entretenir. La construction de cet échangeur en 24 mois a permis l'aménagement et la construction des voiries urbaines dans les villes d'Obala, de Monatélé, d'Ombessa et de Bafia, ainsi que la construction d'une station de pesage à Eban et une aire de repos à Obala avec une capacité de 68 parkings. C'est des actes qu'on ne démontre plus actuellement. Ça se voit. Tous les transporteurs, dans leur immense majorité, non seulement camerounais, mais les transporteurs dans leur entièreté au niveau de la sous-région Afrique centrale sont heureux et sont très contents. D'ailleurs, ils ont attendu longtemps ce moment phénoménal. Nous voulons donc, une fois de plus, réitérer notre profond soutien, un soutien indéfectible, non seulement aux institutions de la République, mais aussi et surtout aux personnes qui les incarnent,
puisque tout le monde le sait, les institutions ne valent que ce que valent les hommes chargés de les animer. Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, édition spéciale. Les samedis 12 et dimanche 13 novembre 2022 à Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire, les ministres ivoiriens étaient au travail, et rien qu'au travail. Un week-end, pas de tout repos pour les membres du gouvernement, sous la houlette de M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Un séminaire gouvernemental qui avait pour base le bilan 2022 et les perspectives 2023. L'information multiplex sur CNN et NTV. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, a abrité les samedis 12 et dimanche 13 novembre 2022 dans la salle à Labo du somptueux hôtel Président le séminaire gouvernemental en vue d'un bilan 2022 et des perspectives de l'année 2023. En présence du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Patrick Hachi. Tout commence le samedi 12 novembre à 9h par le mot de bienvenue de son Excellence Patrick Hachi, Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien, à l'endroit des membres de son gouvernement et des acteurs du secteur privé conviés pour la circonstance. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ce séminaire doit, en complément de ces axes stratégiques d'action, nous permettre d'aborder avec franchise les enjeux de progrès. Je veux ici insister sur 3 d'entre eux. Tout d'abord, le taux d'exécution de nos projets. Celui-ci n'est pas encore à la hauteur de nos ambitions et de celles du président de la République. Et vous le savez, s'il est fondamental de savoir mobiliser les ressources, il est tout aussi fondamental pour la performance de notre croissance et la crédibilité de notre pays de réussir l'exécution majoritairement des projets dans les délais prévus. Pour nous permettre également de mobiliser plus encore de ressources à l'avenir, il nous faut donc progresser, gagner en exigence sur le suivi de nos projets stratégiques. Ce sera en 2023 un des éléments clés de suivi de l'évaluation des ministères, pour lequel nous ferons désormais un point d'information lors de chaque conseil de gouvernement pour identifier et lever immédiatement les blocages éventuels. Le deuxième point de progrès est situé en amont des projets. Nous devons avoir en effet bien plus recours aux fonds d'études qui ne sont pas assez sollicités, alors même que les financements sont disponibles. Bien utilisés, ils nous permettront de mobiliser avec plus d'efficacité et de volume les ressources de nos partenaires financiers pour agir sur le quotidien de nos populations. Le troisième et dernier axe de progrès, aval, concerne notre communication. Elle doit être plus massive sur nos réalisations qui ne sont pas assez vues, pas assez connues. Elle doit être plus médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, sur les réseaux. Elle doit être plus proactive et interactive, ne pas craindre les débats, l'interpellation consubstantielle de la démocratie. Mesdames et messieurs, ce séminaire nous permettra de décliner les projets et réformes retenus en une matrice d'action par district autonome afin de permettre aux ministres-gouverneurs également de mieux jouer leur rôle de suivi des projets gouvernementaux dans leurs zones respectives. Ce séminaire gouvernemental prévu pour 2 jours de travaux intenses, dont le samedi 12 novembre consacré au bilan des différentes actions menées par le gouvernement, dont à huis clos, chaque ministre a exposé le travail abattu en 2022 tout en ayant la ferme volonté d'en faire plus pour l'année 2023. Nous avons eu une année 2022 pleine. Quand j'ai dit une année 2022 pleine, c'est en termes de réalisation. Au regard du séminaire gouvernemental, nous avons eu donc l'occasion de faire justement ce bilan-là sur toutes les actions que nous avons eu à poser. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes allés même au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Ces objectifs-là étaient essentiellement axés sur les 2 grands volets au niveau donc la mission confiée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le volet sécurité intérieure et le volet gouvernance. Au terme de la première journée du samedi 12 novembre, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en compagnie de certains ministres et d'autres personnalités afin de participer à une messe d'action de grâce et exaucer l'intercession de la Vierge Marie pour la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Le dimanche 13 novembre marquant le 2e jour de ce séminaire gouvernemental qui s'est ouvert au secteur privé avec la rencontre des membres du gouvernement ivoirien,
ivoirien et les acteurs du secteur privé, afin de mettre en place une politique commune entre le secteur privé et le secteur public, pour le bien-être des populations ivoiriennes, dont leur bonheur au quotidien est le souci permanent du gouvernement ivoirien, en témoigne ce séminaire gouvernemental. Je pense que c'est peut-être plus d'ailleurs le séminaire gouvernemental que le gouvernement est au travail, que beaucoup d'actions sont exécutées pour le bien-être des populations, mais que le gouvernement est également aussi à l'écoute du secteur privé, voir comment est-ce qu'on peut créer davantage d'opportunités pour faire en sorte que notre secteur privé progresse, qu'il croisse et qu'il puisse créer davantage d'emplois. Le statut du corps diplomatique qui améliore considérablement les conditions de vie et de travail des diplomates ivoiriens. Et c'est quelque chose qui était attendu depuis près de 10 ans et qui vient d'être réalisé. Donc aujourd'hui, les diplomates sont galvanisés, sont aujourd'hui prêts à faire davantage en 2023. Comment faire en sorte que les règles d'urbanisme soient respectées partout sur le territoire national, pas seulement à Abidjan, mais également dans nos villes principales, dans nos villes secondaires, etc. C'est faire en sorte que les règles en matière de construction soient respectées. Et puis le quatrième grand pan, c'est celui du logement, qui est un réel défi, mais en même temps une opportunité pour le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Un défi pour l'État parce qu'il s'agit de résorber un déficit de l'ordre de 600 000 logements. Dans les échanges, on a présenté des éléments clés qui sont fondamentaux dans le développement de notre économie, dans la vision 2030 du président, notamment les champions nationaux. Voyez-vous, nos PME doivent participer au développement de notre pays. Et il faut qu'ils aient une part belle. Et nous, en tant que CPU-PME, on est disposé à accompagner ce dispositif. En ce deuxième jour des travaux ouverts au secteur privé ivoirien, dont les membres ont exposé toutes leurs préoccupations ouvertes à la discussion et prises en considération par l'équipe gouvernementale, avec une réponse favorable à leur attente par le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement. Cette journée de clôture du séminaire gouvernemental de Yamoussoukro s'est clôturée par un discours récapitulatif du ministre porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, qui a notifié l'ensemble des décisions prises par le gouvernement au niveau de la santé, la sécurité, l'habitat, la construction des infrastructures routières, infrastructures sportives, en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, organisée par la Côte d'Ivoire, sans manquer de mentionner qu'aucun domaine n'a été omis par le gouvernement, qui se félicite du bilan 2022, tout en promettant de faire encore mieux en 2023. Conformément aux instructions du président de la République, cette rencontre gouvernementale a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre des projets et réformes en disposant dès le mois de décembre 2022 d'un programme d'activité structuré et cohérent sur la base du bilan 2022 et des priorités 2023 de chaque ministère. Il a fait remarquer que ce séminaire doit permettre également, en complément de l'examen des axes stratégiques de l'action gouvernementale, d'aborder certains points d'attention, notamment l'amélioration des taux d'exécution des projets, le recours plus fréquent aux fonds d'études et le renforcement de la communication gouvernementale. Il a souligné qu'au terme du séminaire gouvernemental et des travaux d'approfondissement qui s'en suivront, chaque ministre recevra du Premier ministre une feuille de route indiquant les réformes et activités prioritaires pour 2023, les livrables attendus et le cadre de suivi et évaluation tout au long de l'année. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer le travail gouvernemental afin de faire des progrès vers les objectifs de la vision 2030, notamment doubler à nouveau le PIB par habitant, ramener la pauvreté en deçà de 20%, porter l'espérance de vie à 67 ans. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à intégrer les concepts de finances vertes pour développer une expertise nationale en la matière en vue de la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de l'initiative d'Abidjan, adoptée lors de la COP 15
et de façon générale pour une réponse plus efficace aux problématiques liées au changement climatique. Pour terminer, le Premier ministre a indiqué que la recherche d'efficacité et de résultats concrets doit être le leitmotiv de l'action gouvernementale avec pour credo rigueur, efficacité, visibilité. Le représentant du secteur privé ivoirien a tenu lui aussi à remercier l'ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement M. Patrick Hachi et son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, dont ce séminaire gouvernemental obéit à sa vision, tout en conviant chacun à baliser cette action gouvernementale afin de répondre aux attentes des populations ivoiriennes. Un discours qui s'est achevé par un tonnerre d'acclamations et standing ovation des membres du gouvernement, marqué par le discours de clôture du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, qui a tenu à féliciter tous les membres du gouvernement, les participants, membres du patronat ivoirien et acteurs du secteur privé, présents à ces 2 jours des travaux intenses, envers qui il n'a pas manqué d'ironiser avec son humour légendaire, de bon goût, en les remerciant pour avoir accordé une importance particulière à ce séminaire qu'ils ont préféré à un week-end de détente sur les plages de la zone balnéaire d'Assini en Côte d'Ivoire, tout en rappelant avoir pris en considération toutes les préoccupations et promettre leur accomplissement. Le secteur privé est au cœur des avancées de la Côte d'Ivoire, au cœur de son avenir, au cœur donc de notre action. Je suis donc extrêmement heureux de vous accueillir à nouveau parmi nous, chers membres du secteur privé, lors de cette 2e journée du séminaire gouvernemental consacré au bilan de l'année 2022 et au plan d'action 2023. Et je vous remercie d'avoir bien voulu sacrifier un week-end de vie en famille pour nous permettre de tenir ces débats si précieux. Au terme de ces 2 jours de travail approfondi et de débats fructueux, je veux, en clôture de notre séminaire, remercier chacune et chacun des membres du gouvernement et les féliciter tout particulièrement pour la concision de leur présentation, la qualité de celle-ci, la qualité de nos échanges et la pertinence des actions prévues pour l'année 2023. Nos équipes de CNN et de NTV ont recueilli quelques impressions des membres du gouvernement. Pour ce qui nous concerne au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, nous travaillerons à dérouler l'année prochaine 27 projets et investissements et mettre en œuvre également 7 réformes pour un coût global de l'ordre de 191 milliards de francs CFA financés par l'État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, à l'effet de pouvoir densifier le tissu industriel de la Côte d'Ivoire au niveau de l'agro-industrie, au niveau de la plasturgie. Tout ça, ce sont des projets structurants sur lesquels nous travaillons et dont nous devons accélérer la cadence, comme suite aux instructions de M. le Premier ministre, pour qu'on continue dans ce secteur-là de créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre pays. En gros, on dira que le point 1 qui a retenu l'attention du Premier ministre, c'était l'intensification des programmes sociaux, faire en sorte que la grande attente des populations ait une réponse favorable grâce à toutes ces actions qui seront mises en place en synergie avec les autres ministères qui ont en charge le volet social. Le premier acquis que nous pouvons donc dire par rapport donc à ce séminaire, c'est déjà le dialogue vraiment direct qui a prévalu aujourd'hui. Nous nous sommes parlé franchement. Nous avons bien sûr donc rapporté nos préoccupations à l'État de Côte d'Ivoire qui les a bien consignées. Et je crois d'ailleurs que la lecture du communiqué final qui a sanctionné ce séminaire-là a été assez fidèle et en dit long. Ce que nous comprenons également que le gouvernement a pris en compte la plupart des préoccupations que nous avons donc apportées. C'est à 20h le dimanche 13 novembre que s'est achevé dans la satisfaction générale des membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé et du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, son Excellence Patrick Hachi, qui a conduit ce séminaire gouvernemental de Yamoussoukro durant le week-end des 12 et 13 novembre 2022. Depuis Yamoussoukro, Guy Aristide et Ousmane Koulibaly pour CNN et NTV.
L'engagement avait été pris par le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, 48 heures seulement après le glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier au quartier PK8 qui avait causé la mort de 7 personnes. Le Premier ministre gabonais, Mme Rose Christiane Oussoukara Ponda, a remis aux sinistrés les clés de leur nouvelle maison située à Bikelezong. Pour Séraphin Ondo, l'un des sinistrés PK8, c'est une nouvelle vie qui commence ce week-end. Il a reçu la clé de son nouveau domicile des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Rose Christiane Oussoukara Ponda. Nous sommes tous émus, nous avons des sentiments de joie, nous partons de la tristesse à la joie. Cette cérémonie officielle de remise des clés des nouveaux logements aux 6 familles sinistrées du PK8 traduit la volonté du gouvernement de loger les familles sinistrées dans les conditions fiables et saines. Le chef de l'État a le souci premier de faire en sorte que ces populations vivent dans des conditions fiables et saines. D'où la remise des clés aux 6 familles qui vivaient dans des zones précaires, dangereuses, pour qui, à un moment ou l'autre, la vie pourrait être ôtée. Madame Rose Christiane Oussoukara Ponda, Premier ministre de la République gabonaise, est tout de même revenue sur des risques de construction sur des zones à risque, afin d'attirer l'attention des Gabonais qui mettent leur vie en danger pour un lopin de terre. Les zones à risque sont interdites de construction. Ça peut amener la mort. Et ça nous a amené la mort. Le pays est en deuil. Et je réitère ici les condoléances du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les condoléances du gouvernement de la République, et que les populations environnantes, qui ont également des maisons construites sur des zones dangereuses, partiront de ces zones-là. Le gouvernement multiplie des stratégies pour impulser un dynamisme nouveau dans le secteur du logement et l'habitat, qui est une priorité pour le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.